Julian Assange pourrait finalement être extradé vers les États-Unis. La justice britannique a annulé en appel une précédente décision qui s'était opposée à l'extradition du fondateur de Wikileaks. Troisième référendum d'indépendance en l'espace de 3 ans en Nouvelle-Calédonie, scrutin que les indépendantistes appellent à boycotter en raison de la pandémie. Seulement 25% de vaccinés contre le Covid-19 en Bulgarie. Pourquoi un tel retard comparé aux autres pays de l'Union européenne? État des lieux dans ce journal. Julian Assange pourrait finalement être extradé vers les États-Unis. La justice britannique a annulé ce vendredi en appel une précédente décision qui s'était opposée à l'extradition du fondateur de Wikileaks. Un nouveau jugement est donc à prévoir sur ce dossier très sensible. Le lanceur d'alerte australien est poursuivi aux États-Unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Les avocats de Julian Assange ont mis en avant les risques de suicide de leur client si ce dernier venait à être extradé. La Nouvelle-Calédonie doit-elle rester française ou devenir indépendante? Les électeurs du petit territoire du Pacifique sont à nouveau appelés à choisir leur destin ce dimanche lors d'un référendum d'autodétermination. Il s'agit de la 3e consultation organisée sur cette question depuis 2018, comme prévu par les accords de Nouméa signés il y a plus de 20 ans, après des années de violence entre les deux communautés rivales, Caldoche et Kanak. Battus lors des 2 premiers scrutins, les indépendantistes Kanak nourrissent toujours l'espoir d'une victoire, après avoir amélioré l'an passé leur score de 3 points et atteint près de 47% des suffrages. Mais ils ont décidé de boycotter le référendum de dimanche, mettant en avant l'impossibilité de mener une campagne équitable à cause de la pandémie. Il ne s'agit pas d'une élection provinciale ou d'une élection communale. Il s'agit d'une élection qui va définir notre avenir pendant les projets de 40 ans ou les 50 prochaines années. C'est quelque chose d'assez important. C'est la raison pour laquelle on a demandé un report pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une bonne campagne. Autre donnée essentielle de ce référendum, le contexte politique. Les indépendantistes appellent à reporter le scrutin après l'élection présidentielle française du mois d'avril, appel refusé par le Conseil d'État. De son côté, le camp pro-français, hostile à l'indépendance, appelle au vote massif, en rappelant à ses partisans qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Peu disert sur cette question, le président français Emmanuel Macron a rappelé son devoir d'impartialité tout en ajoutant que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Le territoire bénéficie aujourd'hui d'une large autonomie, mais des compétences clés comme la défense, la sécurité, la justice et la monnaie demeurent entre les mains de Paris. Les lauréats du prix Nobel de la paix de cette année, deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov, sont devenus les ambassadeurs de la liberté de la presse dans un monde où celle-ci est de plus en plus menacée. Juste avant la remise de leur prix, ils ont souligné l'environnement désastreux dans lequel les journalistes doivent travailler, notamment sous les régimes autoritaires, ce qu'ils connaissent tous deux très bien. C'est comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. D'une certaine manière, c'est plus facile de travailler sous une dictature, comme sous l'administration Suharto en Indonésie par exemple. Là, vous savez ce qui est mal, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, aux Philippines, les lois sur la liberté de la presse existent, mais vous exercez vos droits, vous racontez les histoires les plus dures à vos risques et périls. Dimitri Muratov ajoute qu'il est malgré tout capital de continuer à faire des reportages et de lutter pour la démocratie dans le monde entier. La démocratie a besoin d'être réhabilitée. Ne plus croire en la démocratie signifie qu'avec le temps, les gens qui tournent le dos à la démocratie écoperont d'un dictateur. Et la dictature mène à la guerre. C'est l'étape suivante. Alors soyons directs. Si nous refusons la démocratie, nous acceptons la guerre. La cérémonie de remise du prix Nobel de la paix a lieu ce 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, et comme il est de coutume, en Norvège, à Oslo. C'est l'un des nombreux rassemblements organisés spontanément presque chaque semaine à Sofia contre la vaccination anti-Covid-19 et le passeport sanitaire. Seulement 25% de la population est vaccinée en Bulgarie.
Ces vaccinations sont comme l'histoire qui se répète, comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et des Juifs. Mais cette fois, tout le monde est juif. Si vous n'êtes pas vacciné, les gens commencent à vous haïr. Les fabricants disent que les vaccins resteront expérimentaux jusqu'en 2023-2024. Je ne souhaite pas faire partie d'une expérience. Que font les institutions politiques de la Bulgarie pour lutter contre cette opposition ouverte aux vaccins? Nous nous sommes rendus au ministère de la Santé pour le savoir. Le vice-ministre bulgare de la Santé par intérim attribue le faible taux de vaccination à des problèmes logistiques et à l'instabilité politique. Il faut dire que le pays a connu 3 élections parlementaires en 8 mois, mais les choses s'améliorent, affirme-t-il. Le taux de vaccination est maintenant 3 fois plus élevé qu'en août. Et nous nous attendons à ce que ce taux de vaccination soit multiplié par 4 ou 5 d'ici à la fin décembre. Cet optimisme se retrouve-t-il vraiment sur le terrain? Nous voici dans l'un des centres de vaccination les plus actifs de la capitale bulgare. Il a la capacité de vacciner jusqu'à 2000 personnes par jour. La moyenne ces jours-ci est d'environ 700 personnes. J'ai besoin de prendre soin de moi. C'est dans mon propre intérêt. C'est ma 3e dose que je viens faire. Je n'ai pas peur du vaccin. Se faire vacciner n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. C'est la seule défense que nous avons. C'est nécessaire pour moi et pour les autres aussi. C'est ce que je pense. Alors qu'un parti d'extrême droite vient d'entrer au nouveau Parlement avec un programme ouvertement anti-vax, retrouvez ce soir notre magazine Witness pour en savoir plus sur cet état des lieux sanitaires en Bulgarie. Nouveau drame de l'immigration dans le sud du Mexique. La remorque d'un camion dans laquelle s'étaient entassés de nombreux migrants s'est renversée dans le sud du pays. Bilan, une 50aine de morts et des dizaines d'autres blessés, dont plusieurs graves. La plupart des victimes sont originaires du Guatemala. L'accident a eu lieu dans l'état du Chiapas, porte d'entrée des migrants en provenance d'Amérique centrale. Leur transport en camion est l'une des méthodes habituelles utilisées par les passeurs. Ce samedi seront remis à Berlin les European Film Awards lors d'une cérémonie virtuelle qui récompense le meilleur du cinéma européen. Il y a un mois précisément, les nominés étaient annoncés à Séville, des films en provenance des 4 coins de l'Europe de grande qualité sélectionnés et récompensés souvent dans les grands festivals ou même pour les Oscars. Nous avons reçu sur notre plateau par Zoom le directeur de la European Film Academy. Ce qui est merveilleux avec les European Film Awards, les prix du film européen, c'est que nous pouvons vraiment donner un aperçu de toutes les différentes voies qui existent en Europe, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, des jeunes cinéastes aux plus expérimentés. Tout le monde peut y participer, c'est la beauté de ces prix, rendre visibles et honorer les films pour donner une plus grande visibilité à toutes les voix différentes qui existent en Europe. Des voix comme celles qui viennent de Scandinavie, avec ce film finlandais tourné en Russie, compartiment numéro 6, Grand Prix du jury à Cannes. L'histoire de 2 solitudes qui vont se rencontrer pendant un long voyage en train. Ou celle féminine et percutante de Julia Ducournau, Palme d'Or à Cannes, pour son thriller Titane. L'acteur principal du film, Vincent Lindon, nominé pour le prix du meilleur acteur européen, nous a parlé d'un cinéma qui l'affectionne beaucoup. Les metteurs en scène européens ont pris vraiment une grande ampleur, et même au regard des Américains, et ça c'est formidable, parce qu'il y a une pléthore de grands metteurs en scène. Je ne vais pas commencer à les citer, hein, mais on passe de Lars von Trier à Almodovar, à Sorrentino. Paolo Sorrentino, justement l'un des favoris pour Sa main de Dieu, produite par Netflix, un film quasi autobiographique sur Naples et le cinéma. L'un des autres favoris, le film franco-britannique The Father de Florian Zeller, déjà récompensé 2 fois aux Oscars.
Et pour finir, un outsider venu de Bosnie, la voix d'Aïda, qui revient sur le massacre de Srebrenica dans les Balkans en 1995. Résultat, samedi soir depuis Berlin et sur Euronews.